Élodie Guyot, elle intervient au nom de l'association Terre EFC Occitanie, EFC pour économie de la fonctionnalité et de la coopération. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que la deuxième séquence de cette conférence sur l'éducation numérique responsable va traiter de modèles d'affaires, de modèles économiques. On va se poser la question de l'intérêt de la gratuité aussi, et de la capacité des entreprises de formation numérique à véritablement intégrer dans leur modèle d'affaires les questions de développement durable. Et est-ce que du coup, l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et ces grands principes peuvent donner des bonnes idées aux instituts de la formation numérique? On va voir ça avec Élodie Guyot. Roulement de tambour. La voilà, si je peux me permettre. Oui, merci de me rappeler. Élodie, donc déjà merci de ta présence. Avec bienvenue. plaisir. Est-ce que tu peux nous redire qu'est-ce que c'est que l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Alors, c'est un modèle de développement économique et sociétal plus soutenable. Pour le dire en français, on pourrait dire que c'est un référentiel de questionnement et de pensée d'abord de questionnement pour pouvoir passer à l'action, en vue de faire en sorte que les organisations, donc les entreprises bien évidemment, mais les collectivités, enfin tout type d'organisation, se demandent comment est-ce qu'on peut arriver à la fois à gagner de la thune, en bousillant moins la planète et en tuant moins des gens. Voilà. Donc on est au bon endroit pour parler de ça. Je crois, oui. C'est pour ça que je suis là, à la bourre, entre deux machins, mais c'était trop grave. important d'être là. Donc on le comprend que c'est un moyen d'intégrer dans l'ADN de l'entreprise les principes du développement durable. Oui. Quand je dis ADN, c'est son modèle économique, c'est le nerf de la guerre. Et donc c'est une nouvelle façon de penser les affaires. C'est quoi cette nouvelle façon? Alors ce que tu dis effectivement, c'est qu'en fait on va transformer le cœur des métiers. C'est-à-dire qu'il ne va pas être question de faire des choses en plus, comme on installe des panneaux photovoltaïques sur le toit, mais ça ne transforme pas le métier. On installe des ruches au fond du jardin, mais ça ne transforme pas le métier. On limite l'impact. On limite l'impact quand on fait ça, c'est déjà génial. Avec les ruches, il y a plein de questions. Bon, okay. Mais il y a plein de questions partout, mais l'idée c'est de se dire en fait comment est-ce qu'on va... C'est pas business as usual. Non. Comment est-ce qu'on va transformer son cœur de métier pour pouvoir arriver à créer des convergences entre on gagne de la thune, on réduit notre empreinte environnementale, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a quand même beaucoup tout le temps, et on crée de la valeur sur le plan sociétal ou social. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'intéresse à la valeur, et on s'intéresse dans la valeur à en quoi est-ce que les usages des produits ou des services que l'on délivre ont un intérêt et créent de la performance. Et donc du coup... Et l'idée, c'est de rapprocher la valeur réellement créée de sa valeur monétaire. On prend un exemple un peu classique, le vélo. Au lieu d'acheter un vélo, je vends un usage du vélo, c'est-à-dire que le Vélib. C'est encore plus compliqué que ça. Principe parce que de base, au lieu d'acheter un vélo, je m'intéresse à la question de la mobilité. C'est ça. Donc je suis obligée de mettre en œuvre un écosystème coopératif d'acteurs multimodales qui vont ensemble réfléchir aux enjeux de la mobilité et offrir une offre de solutions la meilleure adaptée possible en termes de mobilité, dans lequel on va retrouver le vélo, bien sûr, mais on va retrouver la marche à pied, on va retrouver le bus, on va retrouver l'avion, on va retrouver le train, on va retrouver Zoom et Klaxoon et je ne sais pas quels outils aussi, et le téléphone. On a vu que Teams c'était mieux que Zoom juste avant. D'accord, pardon. Teams mieux que Zoom, ok. Voilà, et c'est toute cette logique-là, en fait, dans laquelle on va s'insérer. Avec l'idée, peut-être, encore une fois, j'insiste là-dessus, de penser quelle est la valeur pour l'utilisateur. Toujours. Plutôt que penser valeur d'usage, plutôt que propriété. Au lieu de te vendre un vélo, oui, toujours. Je te vends ta capacité à bouger. Je suis Michelin, au lieu de te vendre des pneus, je te vends des kilomètres parcourus. Alors oui, et même Michelin, on va encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on peut vendre des kilomètres parcourus, on est donc dans la notion d'usage. Si on s'intéresse à la performance d'usage, on va s'intéresser à la qualité dans laquelle les kilomètres sont parcourus et on va avoir intérêt à ce que ces kilomètres parcourus réduisent l'impact environnemental parce qu'on va consommer moins de carburant et au passage on fait des économies d'argent importantes. Comment on réduit le nombre d'accidents aussi, et en réduisant le nombre d'accidents, on améliore la qualité de vie au travail des conducteurs et on réduit la casse de matériel puisqu'on casse moins de camions par exemple. Je donne un autre vraiment exemple, les deux sujets qui concilient économie, environnement et social. On converge. Je donne un autre exemple qui me tient à cœur dans le domaine agricole, que connaît bien ma Green Training Box. Je suis producteur de produits phytosanitaires. Ah oui, j'adore. Aujourd'hui, je vends des litres
Ouais. de produits Des à tonnes, des épandre, mètres cubes, ouais. au lieu de vendre De peut-être sécuriser demain des hectares. un hectare protégé. Oui. Et du coup, j'ai même moins intérêt en tant que fournisseur de produits phytosanitaires à en vendre moins, vu que Oui. c'est moi Exact. qui vend une performance d'usage au lieu de vendre un produit. Oui, et ça c'est génial parce qu'en fait, il y a vraiment une convergence entre finalement moins je mets à disposition de produits phytosanitaires pour une même performance attendue, plus j'améliore ma marge et l'environnement s'en porte aussi au passage beaucoup mieux. Donc on a vraiment convergence, intérêts économiques et environnementaux à cet endroit-là. Donc je crois qu'on a compris le concept. Je t'invite à t'asseoir. Et puis je vais proposer à Gail Tidy, j'ai bien dit Tidy. Non, Tidy. tu peux dire tidy. Tidy. De nous rejoindre. Gail, tu es ingénieur formation. Je passe là ? Ouais. En charge de la formation continue au rectorat. Et là, tu interviens d'ailleurs complètement à titre individuel. Donc on oublie ta fonction. Oui, je C'est ne pas ça. représente pas l'éducation Tu ne nationale. représentes pas l'éducation nationale. Tu interviens là à titre individuel parce que tu as mené un travail de recherche réalisé préalablement à ta fonction actuelle dans le cadre d'un master chez My Green Training Box. Ce travail portait sur la perception de la qualité des enseignements en fonction du prix. Et, des enseignements en ligne. Des enseignements en ligne, bien sûr. My Green Training Box fait que ça. Et du coup, tu t'es intéressé notamment à l'impact de la gratuité sur la perception de la valeur. Mais ça, on va y revenir. Et avant ça, je voulais te poser la question suivante. Qu'est-ce que t'inspirent les principes de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération appliqués à la formation, et puis peut-être appliqués à la formation numérique en particulier? Alors c'est vraiment intéressant et assez nouveau en fait, parce que traditionnellement en formation, en ligne, on produit des supports et on les donne en fait aux usagers et on espère qu'ils en feront le meilleur usage possible. Mais c'est un peu un contrat de confiance, mais en fait il faudrait mesurer, si on voulait respecter ce principe-là, non seulement les compétences qui sont acquises, mais ce qu'on appelle les capacités, c'est-à-dire la capacité pour chacun à mettre en œuvre ces compétences-là. Et ça, c'est encore autre chose. Est-ce que les gens ont les moyens de mettre en œuvre les compétences qu'on les a aidés à développer? Donc ça vaut pour la formation classique, mais aussi pour la formation numérique. Après, cette question-là, elle n'est pas complètement nouvelle, de se dire, au lieu de pour fournir un matériau de formation le même pour tous, d'être dans une logique de pédagogie différenciée, ça, c'est pas complètement nouveau. Mais avec ce modèle d'affaires, peut-être qu'on peut s'y intéresser encore plus précisément. Oui, alors bon, la pédagogie différenciée, bon, je suis dans l'éducation nationale, donc ça fait des années qu'on en parle. Concrètement, c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est vrai que en général, on produit un contenu qui nivelle, qui est un peu moyen, et puis on essaie de s'adapter un peu. Donc c'est très complexe à mettre en œuvre. Et là, en même temps, c'est très inspirant parce qu'il y a tout à inventer. Et si on est ici ce soir, c'est parce qu'on a envie d'inventer autre chose, d'autres modèles de mesure en fait de capacité des apprenants. Élodie, creusons un peu le sujet. L'EFC appliqué à la formation, qu'est-ce que tu vois, toi, comme principe? Eh bien là, j'étais bien emmerdée au départ parce que je me suis dit, je vais aller chercher, parce que je n'avais pas sur le territoire Occitanie d'exemples. Donc j'ai fait appel à la communauté nationale et je leur ai dit, vous avez des exemples d'entreprises, d'organismes de formation qui? Et là, silence radio. Alors oui, il y a des acteurs de la formation qui s'intéressent à... Voire même des gens qui forment à l'économie de la fonctionnalité. Exactement. Et après, je me suis dit, en fait, mais l'association que je dirige aujourd'hui anime une communauté de pensée et d'action. Et donc, il y a une dimension pédagogique et une dimension de montée en compétences pour avoir une capacité d'action. Et effectivement, moi-même, je m'interroge sur le modèle économique de Terre de FC aujourd'hui, donc on est en chemin là-dessus. Oui, parce que vous êtes aussi organisme, alors si organisme de formation, Calliope? Non, on n'est pas certifié Calliope, bon, mais on a une activité de la formation voilà, auprès de vos membres. Oui. Et donc, justement, est-ce que vous appliquez à vous-même les principes que vous prenez d'économie de la fonctionnalité? Un tout petit peu. Alors, la notion de différenciation, par exemple, comment on peut différencier et gérer l'hétérogénéité dans un groupe? Ce dont on se rend compte, c'est qu'on s'appuie sur l'hétérogénéité des acteurs dans un groupe quand on est dans un collectif pour que ceux qui savent puissent aider les autres et en sachant et en expliquant, on monte aussi en compétences. Et après, on fait des accompagnements individualisés qui permettent de gérer cette hétérogénéité-là pour pouvoir être un peu plus pertinent. Ça, c'est dans la façon avec laquelle on accompagne. Et dans le modèle de revenu, j'en ai une aujourd'hui d'adhérente avec qui on a réussi à contractualiser autre chose que je te vends une prestation et peu importe où tu arrives. Et on a mis de l'intelligence là-dedans avec une dépense minimale acceptable.
Ensuite, on s'est défini des objectifs qu'on se pensait être raisonnablement atteignables et qui faisaient l'objet d'une deuxième rémunération. Mais des objectifs qui étaient sur des évolutions de son comportement dans son métier de base, c'est ça. Oui. Ce n'est pas des objectifs de formation délivrée ou de moyens mis en œuvre en termes de formation. Est-ce que moi, cliente ou membre de EFC, de Terre EFC, qui ai bénéficié de ta formation, j'ai été en capacité effectivement, par exemple, d'augmenter mon chiffre d'affaires, c'était une formation commerciale qui était visée. C'est le cas. C'est ça les objectifs qui étaient évalués et c'est en fonction de ces objectifs-là que toi tu as rémunéré. Alors, ce que je te disais, c'est en 3 dimensions. Il y a une partie qui est dépenses minimales acceptables, où on se dit quels sont les moyens qu'on va se donner et à partir de combien c'est possible. Il y a quand même un coût de base. Ouais. Donc, c'est une espèce de coût de base. Ensuite, il y a des objectifs on s'est défini des objectifs et on se dit, ceux-là, on pense qu'on peut les atteindre, ils sont très ambitieux. Et puis d'autres, on se dit, ouf, ceux-là, allons-y mollo. Et donc, on s'est fixé des paliers comme ça de rémunération. Et le dernier palier sur lequel on est actuellement, il est un peu touchy parce qu'il était lié à sa capacité à générer du chiffre d'affaires. Elle est allée très très vite dans sa capacité à transformer son offre et à générer du chiffre d'affaires. Et moi-même, alors que j'ai un intérêt économique sur le papier à amplifier ce phénomène-là, j'ai aussi un intérêt à ce que sa structure soit pérenne. Et pas trop lui piquer de revenus. J'ai volontairement mis un frein en disant attention, la transformation d'un modèle économique, ça se fait pas à pas. Et donc, il faut s'arrêter. Et là, c'est tout le conflit, en fait. Et on voit qu'on n'a pas fini de converger encore sur performance économique et puis pérennité de sa boîte, par exemple. Parce que je freine, donc quelque part. Ta performance économique à toi et sa pérennité à elle. C'est ça. Et qu'à un moment donné, se dit donc, on est en discussion là-dessus on avait imaginé une façon de rémunérer le travail. Et dans l'exercice, on se rend compte qu'en fait, c'était logique au début jusqu'à un certain moment. Et donc, il faut qu'on réinvente un nouveau modèle d'évaluation qu'on va faire là en janvier. Gaëlle, est-ce que ça te surprend qu'il n'y ait pas d'exemple d'organisme de formation qui soit revendiqué, qui revendique de relever de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Moi, dans tous mes travaux de recherche, en fait, j'ai beaucoup cherché. Hein. Quand on fait un travail de recherche, on cherche d'abord beaucoup avant de trouver, on ne trouve pas toujours. Mais je n'ai pas trouvé d'exemple, ni en France, ni à l'étranger, dans les travaux de recherche que j'ai lus. Alors, à part, j'ai envie de dire ma Green Training Box, mais bon, j'étais dans l'entreprise, mais je n'ai pas trouvé de modèle économique qui fonctionne selon ces principes. Selon ce principe-là. On s'intéresse à la maximisation de la performance d'usage plutôt que la propriété ou un coût de production. En fait, les modèles économiques fonctionnent souvent sur l'idée qu'on donne un contenu à des usagers. On ne peut pas imaginer qu'on mesure ce taux de complétude. On ne peut pas imaginer qu'un usager, après tout, il pourrait très bien acquérir des compétences rapidement. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est très difficile à concevoir pour les grosses structures. Et encore plus, c'est que son modèle d'affaires, moi, organisme de formation, soit fonction de ça. Bien sûr. Encore une fois, s'intéresser à l'impact bénéfique d'une formation, j'espère, que beaucoup d'organismes de formation s'en soucient. Mais là, la question qu'on se pose, c'est bien que mon modèle d'affaires, moi, organisme de formation, soit dépendant ou calculé en fonction de cet objectif. C'est ça. Et c'est ça qu'on n'a pas d'exemple de ton côté qui soit sur ce modèle-là. Non, moi, tous les exemples que j'ai vus, ce sont des exemples soit publics où il y a une forme de gratuité et à ce moment-là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, soit sur un modèle économique où on a besoin de l'usager jusqu'au bout et on ne va pas se tirer une balle dans le pied en disant non mais c'est bon, c'est bon, t'es formé, j'arrête de te capable, vendre. J'ai plus besoin de toi. Mais voilà. Alors qu'on pourrait imaginer que finalement, si on va imaginer un programme de formation sur 100 heures et qu'au bout de 50, le mec ou la nana a acquis les compétences, on s'est économisé mutuellement 50 heures. Et comment est-ce qu'on valorise ces 50 heures-là en se disant je t'ai fait économiser du temps, ça vaut combien pour toi ce temps économisé? Et ça a de la valeur. C'est-à-dire c'est pas forcément parce qu'on va plus vite que ça devrait être moins cher. On peut s'occuper d'autres personnes, on peut faire autre chose. Former sur d'autres sujets. Il y a plein de façons d'exploiter. Le fait de t'avoir fait gagner du temps de formation devrait être valorisé autant que l'heure formée. Oui, j'ai plein d'entreprises que je pourrais citer qui, effectivement, quand elles font faire des économies comme ça à leurs clients, ont une rémunération sur la marge nette générée. Peut-être qu'on peut se tourner vers la salle. Nous, on n'a pas d'exemple. Est-ce que par hasard, de votre côté, vous avez des exemples ou déjà une première réaction à apporter sur ces principes de l'économie de la fonctionnalité appliqués à la formation numérique en particulier? Ou même des modèles économiques alternatifs, pas forcément EF, parce que c'est compliqué peut-être quand on débarque et on découvre le truc, mais juste des trucs hyper déplaçants et qu'on pourrait mettre en discussion comme ça. Je crois que Yannick a une réponse. Je te laisse te présenter.
Ouais, j'interviendrai tout à l'heure. Je suis Yannick Raffnel, je suis le président de EdTech France. Hier soir, il y avait la remise des prix des GESA, qui est quelque chose qui est organisé par Business France, sur les entreprises qui vont à l'étranger. Et il y avait une école de formation pour les ingénieurs, ou école de commerce, on va dire, en ligne, sur laquelle le modèle est seulement lorsque vous aurez trouvé du travail, vous nous paierez. Ça va un petit peu dans ce sens-là. Une autre qui s'appelle Africanda, qui est une très très belle entreprise associative qui est d'Afrique subsaharienne et qui ne fonctionne que sur de la formation d'ingénieurs qui ne payeront, encore une fois, leur formation que lorsqu'ils auront été embauchés après par les grands groupes qui, eux, subventionnent ces formations au départ. Et le retour se fera, mais des années après, par les personnes qui ont trouvé du travail. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place quand même dans cette dimension que former, ça n'a de sens que si ça a un effet et que c'est lorsque l'effet est mesurable qu'à ce moment-là, on est capable d'amener la valeur et de la reconnaître pour l'entreprise qui a investi. Et donc on sent bien qu'il y a un décalage entre le moment où les moyens sont mis à disposition et le moment où il y a un résultat. Et donc ça pose la question aussi du financement de tout ça. Parce qu'effectivement, quand on engage des moyens, là pour le coup, ça a un coût pour l'école et c'est instantané. Et si l'argent tombe 4, 5, 6 ans plus tard, comment est-ce qu'on gère ce besoin en fonds de roulement? Ça doit être un sujet assez coton. Mais c'est effectivement des sujets qu'on traite en économie de la fonctionnalité parce que parfois il y a un décalage comme ça entre les moyens qui sont mis à disposition, la vente du service et la valeur, et la valeur effectivement générée. Alors que si on veut justement baser le modèle d'affaires sur la valeur générée, bref, il y a effectivement ce décalage et donc l'entreprise joue la banque, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Un autre exemple, j'arrive. C'est pas forcément un exemple, mais je sais qu'en Angleterre, ça existe beaucoup et en France, ça a du mal à se développer. C'est une forme de contrat qui sont les contrats à impact social. Et en fait, où en gros, une banque se porte garante et finance un projet d'innovation validé par l'État, parce que l'État considère que la personne après va se réinsérer dans l'emploi. Et donc, l'État n'aura plus à payer le chômage et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'en France, on a du mal, enfin il y en a très peu aujourd'hui. Il y a eu un rapport d'ailleurs du gouvernement pour expliquer pourquoi ça ne prenait pas en France. Moi, je m'y suis intéressée, c'est techniquement assez complexe et c'est vrai qu'on a en tant que petite structure du mal à monter ce genre de dossier, quoi. Et après, en contre-exemple, j'allais dire, le monde de la formation, quand même, il est aujourd'hui beaucoup géré par... l'indicateur majoritaire, c'est le nombre d'heures de formation. Hein. Donc, à partir de là, on a beau donner d'autres données qui sont de plus en plus accessibles, notamment grâce au digital. Si, pour autant, on est jugé que sur le nombre d'heures, et notamment dans Calliope, c'est encore ça qui est fait, je vois pas très bien comment on pourrait évoluer vers ce genre de modèle, quoi. Il faut que ça évolue dans le fonctionnement même et dans l'ADN de la formation. Il faut qu'on soit sur de la mesure de l'atteinte d'objectifs, un engagement de résultats et non plus un engagement seulement de moyens sur les heures, quoi. Et d'autant plus que là, peut-être que le numérique offre des leviers pour ça. Je reviens sur l'un des piliers de l'EFC, toujours le même, maximiser la performance de l'usage. Et dans le cadre d'un service comme la formation en numérique, on suppose que ça nécessite un engagement des deux parties, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que je fasse la formation, et éventuellement pour que j'ai intérêt à faire la formation, peut-être qu'il faut que je paye, en tout cas que je sois un peu fait pour avoir envie de continuer à passer cette formation. Et du coup, je crois que Gaël, ça c'est un peu un contre-intuitif en fait. C'était mon sujet de recherche. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on a hérité un peu de la psychanalyse. Il faut absolument payer pour que ce soit efficace. Si on ne paie pas, ça n'est pas efficace. Et les grandes marques insistent beaucoup, travaillent là-dessus. Plus on paie, plus ça a de la valeur. Et moi, ça m'a interpellé, mon travail de recherche a porté là-dessus, sur la formation en ligne. Je me suis demandé quel impact pouvait avoir la formation si elle était gratuite. Gratuite du point de vue des apprenants, on est d'accord. Gratuite du point de vue des apprenants, ça n'est jamais gratuit. Quand on fabrique des supports, surtout numériques, ça peut coûter très cher. Mais du point de vue de l'usager, quand c'est gratuit, est-ce qu'il se sent, du coup, est-ce qu'il y a une perception plus basse de la valeur, de la qualité? Et donc moi, je suis partie dans cette idée-là de vérifier ça, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent.
Et en fait, moi j'ai mené une enquête sur 245 personnes, donc quand même ça n'est pas rien. J'ai confronté ces personnes-là à des formations de valeurs équivalentes qui sont faites par la même entreprise, c'est la même qualité, et j'ai attribué des prix aléatoires qui variaient en plus d'un usager à l'autre. Donc il n'y avait même pas, je ne le maîtrisais même pas, c'est l'ordinateur qui attribuait de façon aléatoire les prix. Et en fait, on ne peut pas prouver que le prix a une influence sur la perception de la valeur. Quand on demande aux usagers, est-ce que cette formation-là vous paraît plus qualitative que telle autre, il y a le prix affiché. Alors il y a des prix qui varient de 0 gratuit à 150 €, par exemple sur une formation de 10 heures. Les gens ne se positionnent pas sur ce critère-là. Il n'y a pas de corrélation entre prix affiché et perception de la valeur a priori. Voilà, sur la perception. Moi j'ai travaillé sur la perception. A priori, donc, a priori. Avant de faire la formation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on s'engage en formation, est-ce qu'on se dit, celle-là elle est chère, elle doit être bien, et celle-là elle n'est pas chère, je ne vais pas y aller parce que non, c'est pas possible, c'est gratuit, ça ne peut pas être bien. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand une formation est gratuite, ça c'était mon deuxième sujet de recherche, quand une formation est gratuite, elle est perçue comme vous procurant plus de bénéfices. Quand c'est gratuit, vous avez l'impression, vous, d'avoir fait un bénéfice plus grand que si vous avez payé. Et ça, c'est vraiment intéressant, et ça questionne. Vraiment. Et le lien entre bénéfice et motivation, engagement, passage à l'action, tu sais ou pas? En fait, tout ça, c'est avant la formation. Donc, l'engagement, quand tu t'engages dans une formation et que tu n'as pas payé, que c'est gratuit, tu as toujours l'impression, c'est un peu comme quand tu vas dans un musée, que tu n'as pas payé, que tu rentres, tu ne prends pas de risque, en fait. Le risque perçu, il est minime. Tu rentres, tu regardes un tableau et tu ressors et tu as l'impression d'avoir gagné quelque chose. Alors que si tu as payé... c'est un bon plan, quoi, en fait. C'est ça, mais c'est ça. Et si tu as payé, tu en veux un peu pour ton argent. Et du coup, tu es un peu frustré si tu n'en as pas pour ton argent. Du coup, tu te sens obligé d'aller voir 40 tableaux. Je les ai bien regardés tous. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Alors qu'en fait, si tu es rentré, tu as vu un seul tableau, mais par contre, celui-là, il t'a marqué. Et tu ressors et tu dis, j'ai vu un tableau. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut penser en fait la formation. Je trouve que c'est plus intéressant de se dire, bon, mais l'usager s'engage, c'est gratuit pour lui, donc il ne se sent pas mis en danger, ou il ne se sent pas devoir absolument rentabiliser son truc, et finalement, il va prendre ce qui réellement lui parle. Avec une question qui se pose dans la formation, moi en France, en tout cas la formation continue, où ce n'est pas forcément moi, usager, qui paye. Donc moi, usager, ça peut me paraître un peu gratuit parce qu'en fait, c'est ma boîte qui paye ou c'est même mon OPCO qui indirectement, via les cotisations, paye. Donc en fait, cette perception de la valeur, en tout cas, pardon, cette perception du coût, je ne l'ai pas nécessairement quand je fais de la formation continue. Oui, mais là, il faut travailler sur l'engagement, c'est-à-dire qu'une formation ne peut être réussie que quand il y a un engagement réel de la personne. Effectivement, si on force quelqu'un à faire quelque chose, que ce soit gratuit ou payant, bon, voilà. Si. Ce qui pose la question de la coopération. Dans EFC, il y a un C, économie de la fonctionnalité de la coopération. Est-ce que tu veux peut-être réagir sur ce terme-là et dresser des parallèles entre formation numérique, gratuité, coopération? Qu'est-ce que ça t'inspire? Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on cherche à atteindre une performance dans le suivi d'une formation, il y a une notion de coproduction pour atteindre cette performance-là. Et donc, coproduction, on peut imaginer au départ de façon assez basique le formateur et le stagiaire, mais au-delà de ça, en fait, c'est multipartite parce que on le voit quand on parle dans les entreprises, il peut y avoir soit une attente d'une entreprise parce que c'est sa stratégie, d'un manager de cette personne-là. Donc on voit déjà qu'il y a des parties prenantes supplémentaires. Parfois, il y a des directives à une échelle politique qui impulse. On parlait tout à l'heure, avant, de la formation en éco-conception des ingénieurs. On voit comment est-ce que ça peut être des directives à un moment donné de l'État qui dit qu'il faut qu'on mette de l'éco-conception, voire plus largement de l'économie circulaire dans les formations en France, qui ont aussi un intérêt là-dedans. Et donc, en fait, on est en train, au travers de ce que je suis en train de dire, d'identifier tout un réseau d'acteurs, bénéficiaires / parties prenantes, enfin, vous les appelez un peu comme vous voulez, qui ont un intérêt à ce qu'à un moment donné, eh bien, les usagers ressortent avec des effets utiles, mais pas que les usagers, en fait, l'ensemble des bénéficiaires. Et donc, si on applique ça au numérique, est-ce que le numérique, là aussi, crée des leviers supplémentaires
un auquel je pense en premier, c'est la démultiplication. Avec un même contenu, Il y a un donc un effet même coût de levier, production, je touche plus de personnes. Avec un même vélo que je mets en location, je touche plusieurs bénéficiaires. Alors que si c'est moi qui ai acheté un vélo, c'est mon cas qui est dans mon garage, c'est mon cas, j'ai voulu faire une bonne action, enfin, j'ai voulu améliorer mon empreinte environnementale, mais finalement, je ne prends pas beaucoup plus la voiture. Oui, là, ce que tu mets en avant, c'est la notion de mutualisation, finalement, d'un produit qui peut être un objet numérique de matériel, formation, mais là, en l'occurrence, Bon, c'est ton vélo, on voit bien que la mutualisation, voilà. elle est un peu compliquée, mais elle serait faisable à l'échelle de ton quartier, de tes voisins. Ouais, ou choses si comme j'avais ça. pris le vélo de Toulouse au lieu de Ou m'acheter si un tu avais vélo. pris vélo Toulouse, voilà, exactement. Et on voit bien qu'il y a un effet démultipliant très fort avec le numérique là-dedans. Il y a quand même cet enjeu de gérer l'hétérogénéité, parce qu'on le disait tout à l'heure, en matière de pédagogie, on ne peut pas imaginer... Enfin, c'est une croyance que j'ai, peut-être je me trompe. Un parti pris ou un a priori. J'ai une croyance qui est de dire comment est-ce qu'on gère l'hétérogénéité à partir d'éléments qui peuvent être standards. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer... On en parle tout à l'heure, dans Ah la oui, je crois que c'est troisième table ronde. À chaque fois, je vais aller vers là et on me dit non, hello, c'est plus tard. Okay. Mais en tout cas, voilà, on retient en tout cas cet enjeu de coopération appliqué à la gratuité, un modèle de formation numérique gratuit, en tout cas, encore une fois, du point de vue de l'apprenant. Est-ce que voilà, le lien entre coopération et gratuité, Gaëlle, tu as peut-être un exemple à nous donner? Oui, enfin, de toute façon, moi je crois que plus on met de tiers entre le fournisseur de formation et l'usager, voilà, plus ça enrichit en fait tout le monde. C'est un peu paradoxal parce qu'on pourrait dire, voilà, j'ai 15 intermédiaires entre le formateur et l'usager. En fait, ce n'est pas tant des intermédiaires, c'est des partenaires. C'est des partenaires, oui. Chacun trouve son intérêt. En fait, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc entre le financeur de la formation, le formateur et l'apprenant. Oui. Alors, par exemple, pour citer le projet Culture du Monde que je mène avec My Green Training Box, ce sont des fonds européens qui servent à financer des formations vers des personnes qui sont étrangères dans un pays d'accueil et qui se positionnent en tant que à la fois dedans et dehors. Et on accompagne ces personnes-là en recueillant leurs témoignages, en produisant des petits films d'animation. Alors quel est l'intérêt pour les fonds européens de venir là entre peut-être des histoires un peu particulières? C'est de promouvoir l'interculturalité à l'intérieur, à l'échelle européenne. L'intérêt du digital, c'est que ça dépasse les frontières. Donc on se retrouve à entendre des histoires, à voir des histoires animées de gens qui habitent en Pologne, qui habitent en Autriche. Enfin, c'est une richesse pour tout le monde et l'Europe y trouve son intérêt, mais ça pourrait très bien s'appliquer pour une entreprise qui financerait ça à l'intérieur de son entreprise, qui finance une formation pour que les gens se connaissent mieux à l'intérieur de l'entreprise, et elle y gagne, puisque, in fine, l'entreprise va être plus productive, les gens vont mieux coopérer ensemble, donc on a toujours intérêt à mettre des tiers. Ouais. Et là, en l'occurrence, vas-y, réagis d'abord et après j'aurai une question. Oui, parce que dans ce que tu dis, si je prends les lunettes de l'économie de la fonctionnalité, ce que je vois, c'est par le prisme d'une approche écologique au sens économie de ressources, mais toutes ressources confondues, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, dans cette logique de sobriété, quelque part, penser une solution pour plusieurs bénéficiaires. On dit souvent, nous, un produit, plusieurs clients. C'est l'idéal, en fait, de se dire, je mène une action et je suis en capacité d'avoir des canaux de rémunération qui sont multiples. Dans une logique où, finalement, peut-être que la partie prenante A, elle était incapable de payer la totalité du machin. Mais si A, B, C, D, ensemble, agissent en fonction de leurs moyens et de leurs intérêts qu'ils y trouvent, eh ben, la solution, le produit, peut se mettre à exister. Alors que sinon, indépendamment pris, sans coopération, il ne se passait rien. Pour creuser ce sujet de la place du secteur privé dans la mise en place d'un modèle de formation numérique gratuite du point de vue de l'apprenant, on va peut-être poser la question à Annabelle Levert, c'est pas idiot. Elle est là. Elle est là, en plus. Bienvenue, dis donc. Annabelle, tiens, vas-y, prends ce micro-là. Tu es cofondatrice de My Green Training Box. Du coup, je commence par la deuxième question qu'on avait prévue. Mais quel est l'intérêt pour une entreprise privée à financer de la formation qui sera gratuite et pire, rendue publique, c'est-à-dire gratuite pour tout le monde? Alors effectivement, chez My Green Training Box, je reviendrai tout à l'heure sur le modèle économique, un petit peu comment on s'inscrit aussi dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et on rencontre un fort succès auprès des entreprises privées qui financent
la création de contenus digitaux en libre accès sur My Green Training Box. Et en fait, ça leur permet de s'intégrer dans une démarche complètement vertueuse, et on leur permet de s'inscrire dans cette démarche-là bénéfique et vertueuse à 2 niveaux. On va avoir des entreprises qui vont vouloir effectivement communiquer, former le plus grand nombre sur des actions sur leur connaissance propre d'entreprise, et qui vont vouloir le rendre accessible au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, ça va être dans leur cercle proche, effectivement, de collaborateurs, etc. Leurs salariés, mais d'autres parties prenantes. My Green Training Box, on a plus de 4000 utilisateurs, et sur ces 4000 utilisateurs, il va y avoir demain leurs futurs collaborateurs, leurs futurs clients, leurs futurs prospects. Et donc, ils s'inscrivent vraiment dans cet aspect-là de virtuosité. Je prends virtuosité. Ouais, ça va. Virtuosité, sûrement, ça c'est sûr. Virtuosité, je suis moins sûr. En tout cas, le caractère vertueux, c'est ça peut-être que je veux souligner. Je prends un autre exemple, pareil, dans le secteur agricole qui m'est cher. On peut imaginer qu'une industrie de l'agroalimentaire finance une formation pour ses fournisseurs. Oui. Pour nourrir, par exemple, une démarche de progrès sur ces filières d'approvisionnement. Alors là, on a aussi réfléchi au modèle économique qu'on voulait leur proposer, parce que ça implique souvent, par contre, de former sur ces produits. De former au-delà de sa compétence et de ses connaissances, former sur ses produits. Et donc là, en fait, on offre chez My Green Training Box un deuxième niveau de collaboration, c'est-à-dire qu'on leur propose un espace privé. C'est-à-dire que dans cet espace privé-là, il va y avoir de la formation, alors un peu généraliste sur la compétence, mais il y a aussi une formation beaucoup plus technique et pratique sur des produits, et qui va s'adresser, par exemple, à leurs fournisseurs ou leurs clients. Ce que j'avais en tête, c'était pas exactement ça. C'est aussi peut-être encore une fois, on prend l'exemple de Danone, qui a pendant un temps via un fonds d'investissement investi dans le maintien d'exploitation laitière. On se dit, mais Danone, eux, ils font des yaourts, ils font pas du lait. Là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, je peux imaginer avoir intérêt à former les salariés de mes fournisseurs, entre guillemets, pour qu'ils puissent continuer d'exister demain avec les bonnes compétences pour me permettre de nourrir mon propre business demain. Et c'est ça. Et du coup, en fait, on s'intègre sur tous les maillons de la chaîne. Et on ne regarde pas juste le maillon, la lorgnette de mon client directement, mais en fait, on va s'adresser à tous les maillons de la chaîne. Et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de réfléchir aussi quand j'ai rencontré Elodie, qui m'a parlé d'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Je me suis dit, tiens, ça fait un peu écho quand même à notre modèle économique et à My Green Training Box. Et alors justement, en quoi My Green Training Box, MGTB, répond ou s'inspire ou pourrait s'inspirer de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Alors j'ai essayé de reprendre un petit peu les piliers de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors je vais les lire et je vais essayer de commenter un petit peu ces piliers-là. Donc le premier pilier, c'est que l'EFC, c'est un moyen d'intégrer dans l'ADN de son entreprise et de son modèle économique les principes de la RSE. L'ADN de My Green Training RSE, responsabilité sociétale des entreprises. L'ADN de My Green Training Box, c'est offrir à tous une éducation de qualité en libre accès, donc gratuite. Et c'est ce qui nous anime, c'est ce qu'on veut développer. Et en fait, les services de formation digitale, finalement, peuvent être diffusés au sein de toutes les entreprises dans leur démarche complètement de RSE. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est important, qui est rapprocher la valeur créée. Je lis, pardon, c'est important d'avoir les termes exacts. Rapprocher la valeur créée de sa valeur monétaire et démultiplier l'utilité des usages. Donc là, on a deux choses. Rapprocher la valeur monétaire de la valeur créée, en l'occurrence. Mais c'est pareil. C'est ça. Mais en fait, c'est important parce qu'on propose de l'éducation de qualité gratuite, mais évidemment, ça a un coût. Tu le disais tout à l'heure, Gaël, produire ces contenus de qualité, ça a un coût. Et en fait, on a essayé de... Enfin, on n'a pas essayé, on transforme, on révolutionne un petit peu un modèle économique traditionnel en se disant tout ce qui sort sur My Green Training Box a d'ores et déjà été financé. Tout à l'heure, Gaël, elle parlait d'un levier que sont les financements publics, Erasmus+, l'Europe, l'État, la région. On a des financements privés, on vient de l'aborder. Mais ce qui est important, c'est qu'aussi que tous les maillons de la chaîne aient été rémunérés et financés.
Ça vaut pour les collaborateurs, ils sont ici nombreux ce soir de My Green Training Box, donc les collaborateurs salariés. Évidemment, on a à cœur à les payer à leur juste valeur. Ça vaut pour les experts, et j'y reviendrai dans un instant, qui vont apporter leur expertise scientifique et technique pour délivrer du contenu. Ça vaut pour les ingénieurs du son qui vont faire les montages. Ça vaut pour les acteurs qui enregistrent les voix. Et ça vaut aussi pour nos outils et nos infrastructures, évidemment, qu'on arrive à rémunérer à son juste coût. Et à financer la création de ces contenus et à les rendre, in fine, accessibles librement et gratuitement. Et le troisième pilier, c'est d'adosser son modèle d'affaires à la performance d'usage, de maximiser la performance d'usage et adosser son modèle d'affaires sur cette valeur d'usage. Et il y a un terme qui est important, c'est et non pas à la propriété. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on fait chez My Green Training Box. On crée des contenus qui font consensus d'un point de vue scientifique et technique. Et en fait, c'est vraiment sur ce modèle qu'on joue. On va collaborer avec de nombreux experts dans différents domaines. Donc l'agriculture, évidemment, ça nous tient à cœur, mais on a parlé tout à l'heure de la culture, on a des contenus sur le BTP, sur la gestion de l'eau, etc. Et en fait, la porte d'entrée, c'est la mutualisation des contenus et le consensus des contenus scientifiques et techniques. Et ça, c'est important en amont. Ensuite, nous, on y rajoute une dose de pédagogie et un peu de motion design pour habiller tout ça. Mais en fait, la non-propriété initiale du contenu, elle est vraiment très, très, très importante dans notre modèle économique. Oui, c'est une connaissance qui est rendue publique. Enfin, c'est une connaissance scientifique et technique à vocation publique, on va dire, dès le départ. Et pédagogique. Et pédagogique. Et en fait, alors, entre nous, on appelle ça le modèle Robin des Bois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va chercher de l'argent en amont, là où il est, pour diffuser de la connaissance de qualité scientifique et de qualité pédagogique au plus grand nombre, puisqu'on ne reste pas non plus sur le territoire français. My Green Training Box est disponible en plusieurs langues. Et du coup, l'idée, c'est aussi de démultiplier au-delà du territoire. Élodie, une réaction à ce témoignage est-ce que c'est un modèle pur du point de vue de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Toi qui es la grande prêtresse de l'économie de la fonctionnalité. Alors d'abord, il n'y a pas de pureté en économie de la fonctionnalité, donc déjà, voilà, soyons cool avec ça. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un modèle économique qui est aussi très inspiré du vivant, et donc qui part du principe qu'il y a toujours des marges de progression et d'évolution. Donc, il n'y a pas un référentiel qui dirait une fois que tu es là, c'est bon, tu es EFC et tu peux t'arrêter de bouger. Il n'y a pas de label EFC. Non, il n'y a pas de label EFC. Non, il n'y a pas de label, il n'y a pas de référentiel parce qu'il y a cette conviction forte qu'en fait on est en chemin de quelque chose. Par exemple, dans le chemin de quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais de partager un référentiel scientifique, de savoir commun. Et je me dis, tiens, là il y a une valeur ajoutée. Très intéressante, je me mets à la place de chercheurs, de scientifiques qui à un moment donné ont la chance de pouvoir échanger entre pairs autour d'un objet comme ça, de mise en discussion et finalement de faire évoluer leurs pensées. Vous êtes peut-être en train de les former eux-mêmes à faire évoluer leurs pensées. Et donc on voit comment on pourrait imaginer demain une nouvelle offre de My Green Training Box qui viendrait aussi se dire, parmi mes bénéficiaires, il y a ces gens-là qu'on est capable de rassembler et de professionnaliser quelque part. C'est peut-être un peu ambitieux sur certains sujets, mais je suis convaincue que observer le même objet par des prismes de compétences différentes, c'est extrêmement éclairant pour les gens qui sont autour de la table. J'imagine qu'il pourrait y avoir des formations à la vulgarisation scientifique au sein de My Green Training Box. Mais en fait, c'est déjà quasiment le cas. Quand on s'intègre, on va orienter, par exemple, quand on choisit les financements auxquels on va s'adresser, on va avoir des financements qui vont être ultra orientés pédagogie, mais on va aussi s'orienter sur des financements qui sont des financements de R&D. Il y a des chercheurs dans la salle. On a des financements pour financer la recherche et le développement sur des thématiques hyper spécifiques, hyper techniques. Et en fait, on vient rajouter la brique My Green Training Box et on va travailler en collaboration avec les chercheurs qui sont avec le prisme de leur laboratoire et de leur microscope. Et en fait, on va les accompagner à transformer les résultats d'un projet de R&D en un contenu pédagogique. Et donc, en fait, c'est exactement ça. En fait. On va travailler avec eux, à les former, enfin, à les accompagner, en tout cas, à transformer un résultat hyper scientifique à du contenu pédagogique. Et donc, la vulgarisation du travail des chercheurs, s'il y a quelques chercheurs dans la salle, je veux bien les entendre, me semble essentielle, en fait, pour révéler la pleine valeur de ce qui a été découvert, compris. Et s'il y a une toute petite partie de la communauté qui sait se l'approprier et le comprendre,
c'est dommage parce qu'on ne peut pas démultiplier ces effets dans la connaissance. Et ce qui est important, pardon, je rajoute juste, c'est de rajouter, donc Migraine Training Box, c'est l'association de sciences, pédagogie et de digital. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est de rajouter cette couche de pédagogie pour que le discours il soit clair et accessible à tous. Et il y a quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, vous avez abordé, qui est la démultiplication aussi. L'idée, c'est que nous, on va créer du contenu e-learning. Donc, vous tous, vous pouvez aller vous former sur l'agroforesterie, sur Migraine Training Box. Donc 1h30, 2 heures d'auto-formation sur l'agroforesterie. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir donner accès à ces contenus à des enseignants, à des formateurs, qui vont pouvoir intégrer ces contenus. On ne parle plus du consensus scientifique et pédagogique, il est là, il est valable. Mais ils vont pouvoir intégrer ces contenus-là dans leur propre pédagogie et rester acteurs de leur propre pédagogie avec des contenus qui font consensus. Et la démultiplication, elle est très intéressante de ce côté-là. Ouais. Gaël, là-dessus, est-ce que justement le modèle économique de la gratuité ne permet pas aussi de valoriser, enfin la réponse est dans la question, mais cette logique de démultiplication, ça vaut peut-être le coup d'insister là-dessus. Est-ce que dans les cibles, dans les questionnaires que tu as évalués, il y avait justement cette cible prof-enseignant qui utilisait ces contenus pour les redémultiplier dans leurs propres enseignements? Oui, il y avait dans mon panel, je veux dire dans mon échantillon, il y avait bien un tiers d'enseignants au cadre. Mais après, bon, c'est l'objet de la table ronde suivante, c'est la question de l'accessibilité pour le numérique. Forcément, dès qu'on est dans le numérique, on va toucher une population qui est à l'aise avec le numérique. Donc, c'est un peu compliqué de répondre parce que moi, l'histoire de la vulgarisation, moi, je suis convaincue que quand on vulgarise, on apprend aussi. Et c'est en sélectionnant les informations qu'on se dit « Ah, mais effectivement, il faut le voir en voyant les choses d'une autre façon, on en apprend. » Mais enfin, là, sur le... Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoque la notion de médiateur. C'est-à-dire que même pour la formation numérique rendue accessible à tous, il y a quand même besoin peut-être d'un médiateur pour s'assurer que cette formation numérique délivre l'impact initialement souhaité. Le métier d'intermédiation que fait Migraine Training Box, c'est cette capacité à faire parler des acteurs qui, a priori, quand tu parles d'éducation, de pédagogie, de chercheurs et de compétences en digital, il faut bien qu'il y ait une sorte de décodeur au milieu, capable de faire en sorte que les trois se parlent le même langage, parce qu'un codeur ne parle pas le même langage qu'un chercheur. Et je rajoute une couche, c'est que même l'usager, pour avoir accès à cette formation numérique, l'exemple qu'on prend là avec finalement les enseignants qui sont les bénéficiaires de cette formation numérique, c'est qu'il y a quand même besoin d'un médiateur pour aller toucher l'usager final. Aussi, oui. Et qu'on forme finalement, en tout cas on offre un contenu à des formateurs par le biais de la formation numérique. Mise en abîme. C'est clairement l'idée. Et en fait, aujourd'hui, de plus en plus dans les projets qu'on développe, on essaye d'évaluer l'impact de l'utilisation des contenus par les enseignants, par les formateurs, par les organismes de formation. Et essayer d'arriver à avoir ce maillon-là. Typiquement en agriculture, quand par ailleurs, on travaille beaucoup sur les produits naturels, les bio-intrants, et le constat initial, c'était de se dire les agriculteurs n'utilisent pas assez de biocontrôle, donc de produits naturels en alternative aux pesticides. Et pourquoi ? C'est parce qu'ils n'étaient pas, entre autres, suffisamment formés. Et on s'est rendu compte que pourquoi ils n'étaient pas suffisamment formés ? Parce qu'il y avait un maillon intermédiaire qui était les conseillers agricoles et les techniciens agricoles qui ne savaient pas leur délivrer le bon message parce qu'eux-mêmes n'étaient pas suffisamment formés. Et donc là, on travaille notamment avec l'ACTA qui est présent aussi ce soir. On va travailler à créer des contenus digitaux par filière agricole sur ces nouvelles substances, à destination non pas des agriculteurs, mais à destination des conseillers agricoles et des organismes de formation spécialisés en agriculture qui vont pouvoir les intégrer et derrière aller apporter à l'utilisateur final. C'est bien, vous faites la transition vers la table ronde numéro 3 où on va parler d'accessibilité. Pas trop le micro, c'est très rapide, Annabelle. Vous faites pas de publicité, j'imagine, non plus. Pas de rémunération par la publicité sur... Ah non, ouais, je ne l'ai pas précisé, c'était dans mes petites notes, mais c'est important. Il n'y a pas de rémunération par la publicité et pas de vente, évidemment, de listing. Voilà. Et est-ce que même les plateformes privées, quand vous passez à des plateformes privées pour des organisations, vous leur faites gratuitement cette plateforme privée ?
Alors en fait, on est très impliqué dans le numérique responsable. Donc l'idée, c'est de tout centraliser justement sur une seule et unique plateforme qui est My Green Training Box. Et donc du coup, on va créer du contenu qu'on va pouvoir mettre en accès à des organisations privées sur des espaces privés. Mais l'infrastructure, ça reste My Green Training Box. Et l'idée, on est vraiment très très attaché à ça. On ne va pas démultiplier les contenus ni démultiplier les plateformes. L'idée, c'est d'avoir du contenu à un seul et même endroit et qui ne se balade pas un petit peu partout, parce que ça, c'est un impact environnemental qui va être très très important. On l'a vu juste tout à l'heure, la question de l'infrastructure est peut-être le premier poste environnemental. Et je pense qu'il y a peut-être une petite confusion. On va dire les clients, quand il y en a de My Green Training Box, payent. Les bénéficiaires de la formation, eux, ne payent pas. Oui, en fait, quand je dis que tout est financé en amont, c'est-à-dire que en fait, c'est l'ingénierie qui est vendue à nos clients. Et quand on dit les clients donc, qui bénéficieraient d'un espace privé, eux, ils payent, c'est pas gratos. L'utilisation est gratuite, mais l'utilisation, ils payent voilà. la création des contenus. Ouais. Et le bénéficiaire de la formation, lui, ne paie rien. Une dernière question, rapide, d'un motivé. David, merci. Je vais être rapide sur la question de la gratuité. C'est marrant parce que sur l'expertise, par exemple, on a souvent tendance à dire que plus on paye cher, plus les clients ont l'impression d'avoir une expertise forte. Du coup, est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? C'est tout le propos de ma recherche. Vraiment, c'était pas une surprise, mais parce que je cherchais un peu ça, mais on a constaté, rien ne prouve qu'il y a un lien direct. Donc, et sur aucun des usagers, puisque tout est aléatoire, en fait. Il n'y a même pas un effet de la formation. On pourrait se dire, si c'était tout le temps la même formation qui était présentée comme gratuite, on pourrait se dire il y a un effet de la formation. Mais même ça, c'est aléatoire. Et en contrebalance, quand on fait des statistiques, tous l'effet de la formation, tous les effets parasites qui pourraient intervenir. Voilà, non, désolé. Alors c'est un choc un peu peut-être pour les marques dans les années à venir. Si on a ce modèle-là de l'EFC s'implante trop, peut-être que toutes les grandes marques vont y perdre, mais... Ben, c'est pas dit. Parce que justement, je pense qu'au contraire, elles ont plutôt intérêt potentiellement. Je pense que l'économie de la fonctionnalité, c'est pas un modèle anticapitaliste. Non, c'est... Enfin, alors... je sais pas. Ouais, c'est un autre débat. En tout cas... C'est un autre débat, si. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un modèle qui serait pas rentable. Donc, alors voilà, c'est ça. La logique de financiarisation dans laquelle sont les entreprises amène à des pensées court-termistes qui sont contre-productives par rapport à la pensée proposée par l'économie de la fonctionnalité. C'est en ça qu'il y a divergence. Mais par contre, c'est pas tabou de gagner de l'argent et au contraire, en fait, il y a une nécessité de rentabilité raisonnée, c'est-à-dire qu'on connaît les raisons de la rentabilité. Et s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de durabilité au sens juste pérenne du terme, donc on n'en parle plus. Et sauf erreur, My Green Training Box est une SAS. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une SAS, c'est une société privée qui vend quelque chose et qui va chercher du financement public et privé, mais on est sur un modèle rentable qui a besoin d'argent pour vivre, c'est évident. Merci à toutes les trois, on peut les applaudir.